Bonjour tout le monde, voici, enfin, la suite de nos aventures avec l'Audi 200 sorti de la ménagerie. L'objectif aujourd'hui, c'est de remplacer ce qui risquerait de nous péter entre les doigts si on se risque à des roulages prolongés. Mais aussi de la rendre simplement utilisable quelles que soient les conditions, histoire de ne pas contrarier nos premières sorties test. Avant ça, une petite pensée pour la sécurité de mes doigts et de mon crâne avec ce par quoi j'aurais dû commencer il y a longtemps. Des vérins de capot neufs. Et tant qu'on y est, les essuie-glaces ne sont pas loin, alors autant s'en occuper. Vu que durant cet épisode, je vais encore piocher dans les gros stocks de pièces neuves fournis par Autodoc, je prends quelques instants pour les remercier pour cette généreuse donation qui me permet de partir sur de bonnes bases avec notre 200. Vous connaissez très probablement l'enseigne, alors je fais bref. C'est probablement l'un des revendeurs de pièces auto avec le catalogue le plus large en Europe. Si vous ne savez pas où commander, c'est une option sérieuse et plutôt économique. Avant de commencer les choses sérieuses, je vais prendre quelques minutes pour retirer les restes du stock de foin qui s'est infiltré partout où il pouvait. Ça me permettra d'y voir plus clair et d'éviter que ça vole de partout lors du premier vrai roulage. Ce serait suspect. Petit clin d'œil aux fameuses fournitures non réutilisables qu'il suffit de vider pour les réutiliser. Pour bien faire, je vais aussi aspirer sous le plastique qui protège le bac de ventilation. Le dit plastique n'a hélas pas supporté le poids des années et se désagrège rien qu'en le regardant en fronçant les sourcils. Voilà, stop aux broutilles, on reprend la mécanique, la vraie. Christophe est venu nous rendre une petite visite et grâce à lui je vais pouvoir débloquer sereinement la vis de poulie de vilebrequin. C'est le seul point critique d'une distribution source moteur. En retirant les capteurs PMH, on a la possibilité de bloquer la couronne du volant moteur avec la pointe d'un tournevis ou d'un burin. De mon côté, il va simplement falloir que j'utilise un bras de levier dont la longueur dépendra de la conviction avec laquelle le précédent mécano a serré la vis de 27 mm. Tu as desserré? Ouais. Oh, c'est cool. C'était pas serré très fort pour le coup, parce que d'habitude ça fait putain ça y est, on a pété. Heureusement, il devait être dans un bon jour puisque ce serrage était modéré. Donc effectivement il y a bien du... Et rouge. Et rouge. Il n'est pas beaucoup. Si la rondelle est là... Tant que le volant moteur est bloqué, je peux aussi débloquer et démonter les 4 vis à laine qui fixent la poulie dumper sur la poulie de vélo. Là aussi, ça se passe plutôt bien. C'est bon. Tu peux pas tout faire là avec les outils que j'ai ramenés, mais voilà. Ouais, t'as débloqué, c'est cool ça déjà. Après ça, je peux mettre en évidence les repères existants et contrôler puis me faire les miens, ceux qui manquent. Dans mon cas, je n'ai pas trouvé les repères censés s'aligner avec le viseur présent dans la fonderie du bloc moteur. En me basant sur un contrôle du PMH avec une rallonge de cliquet, je valide que l'alignement du repère d'arbre à cam coïncide bien avec la situation du point le plus haut du cylindre numéro 1. La distribution était donc bien calée, et on peut le reprendre et le repérer sans rien bouger. Pour pouvoir remplacer la pompe à eau, mais aussi faciliter la dépose du joint speed d'arbre à cam, il faut déposer la tôle située à l'arrière du carter. Ce sera aussi l'occasion de retirer un peu du cambouis accumulé par les 275 000 km parcourus, dont sûrement une bonne partie avec des fuites. Voilà le repère que je me suis tracé, j'en parlais juste avant. Pour remplacer le kit de distribution, il n'est absolument pas nécessaire de retirer la poulie d'arbre à cam comme je le fais. Sauf si, comme moi, vous avez envie d'installer des joints SPI neufs. Ce sera en plus l'occasion de vous montrer que je lis et prends note des remarques de mes abonnés puisque je me suis rangé au sein du clan de ceux qui démontent les joints SPI à la vis à bois. Ça fonctionne bien, j'admets.
Sur ce moteur, la courroie de distri est tendue par la pompe à eau, dont le réglage est indexé par 2 vis. Après les avoir desserrées, je peux donc retirer cette courroie. La poulie d'arbre à câble n'oppose aucune résistance. Bien. Pour retirer la tôle dont j'ai parlé un peu plus tôt, il nous reste une petite vis que j'avais oubliée sur le côté. Rien de ce que j'ai démonté jusqu'à présent n'était au bout du rouleau. J'espère que les pièces montées encaisseront aussi bien les années à venir. C'est le bon moment pour retirer le galet enrouleur. Il est parfois un peu pénible à dégager puisqu'il est plus ou moins monté en force dans la façade du bloc. Il faut un peu ruser à coups de levier et de coups savamment placés. La poulie de Villebrequin n'est pas trop têtue non plus. 2 tournevis ont suffi pour la retirer sans trop forcer. Autour des 2 joints spi. Vous voyez, cette fois j'ai utilisé la méthode conventionnelle. En bas, la remise en place est un peu plus compliquée à cause du dépassement du Villebrequin qui ne me permet pas d'utiliser une douille. Je vais donc me servir du vieux joint spi pour pousser sur le nouveau et le rentrer sans l'abîmer. Je peux remonter le galet neuf. Plus simple à insérer qu'à retirer, heureusement. Tant que la pompe de direction assistée n'est plus fixée à rien, je vais en profiter pour remplacer le thermostat dont le boîtier est inaccessible sinon. Pour limiter les risques de fuite, je passe un peu de temps à retirer les résidus de liquide de refroidissement qui ont formé une croûte sur les pièces.
Rien de compliqué pour la suite, on remonte tout, sans se poser trop de questions. Voilà la distribution reposée, dont je réglerai un peu mieux la tension après avoir contrôlé qu'il n'y a pas de problème d'alignement et que je peux faire 2 tours de vilebrequin sans rencontrer de point dur. C'est bon, je peux continuer l'esprit tranquille. Une distribution de fête, c'est une bonne corvée derrière soi. Même si dans le cas présent, elle fait sans nul doute partie de celles qui sont franchement faciles à faire. Pour ne pas trop galérer à faire tourner le moteur au cliquet, j'avais débloqué certaines bougies. Plutôt que de les resserrer, je vais directement les remplacer par les neuves. Pour le moment, je ne touche pas au faisceau d'allumage car c'est une source courante d'erreurs et je veux minimiser le risque de truc idiot qui fait paniquer au premier démarrage avec une distribution toute neuve. Notez bien que, comme il s'agit de bougies qui n'ont jamais été installées, il faut forcer au serrage sur un bon demi-tour supplémentaire. Elles sont équipées de rondelles à écrasement. C'est ce qui garantit une bonne étanchéité. Le moment du premier redémarrage arrive. Il va donc falloir remettre le moteur en eau. Avant ça, je vais remplacer le vase d'expansion qui présente de sacrés dépôts. En relevant le vase au maximum, on peut quasiment s'affranchir d'une purge moteur tournant. De cette façon, on arrive presque à remplir totalement le circuit. Bon, la fin du remontage impliquait de remettre en place des pièces qui ont un style bien post-apocalyptique. Sauf que c'est pas forcément ce dont j'ai envie, donc un peu de ponçage et de peinture s'impose pour 3 d'entre elles. Voici déjà après un petit décapage. Après avoir passé une couche de peinture au zinc, je peux appliquer la peinture noire satinée qui devrait ressembler au traitement d'origine. Les pièces étaient bien piquées par la rouille, donc l'état de surface n'est pas neuf malgré la peinture qui vient de sécher. J'aurais pu mastiquer comme certains fous furieux, mais là franchement, c'est au-delà de ma patience. Allez, c'est le moment de sceller ce remontage par le serrage de la vis de poulie de vilebrequin, non sans avoir mis un peu de frein filet. On
va tenter d'appliquer le même type de serrage, modéré. Ça aurait été l'occasion d'utiliser la clé dynamométrique, mais j'ai un peu de mal à trouver la valeur de serrage pour ce moteur. En plus, j'ai oublié cette clé. Et puis, j'arrive à me débrouiller sans au juger. L'avenir me dira si j'ai eu tort. Fin du remontage de la face avant avec la calandre. C'est un remontage sommaire puisque tout n'est pas remis en place, au cas où dans un avenir proche j'aurais besoin de redéposer tout ça. Ce qui est somme toute assez probable puisqu'on vient de faire connaissance avec cette voiture après tout. Depuis le départ, le moteur tournait avec l'essence qui restait dans le réservoir, qui par miracle ne s'était pas transformé en bouillasse marron. Mais ça ne va pas aider notre moteur à tourner correctement, ni permettre à notre pompe à essence survivante de poursuivre sa vie pour de longues années supplémentaires. Un petit complément de carburant frais s'impose donc. L'occasion de discuter un peu des projets en cours et à venir pour nos amis de New Retro Cars. Bah putain, ils sont presque cousins. Elle est de 84 celle-là. Et ça, je maintiens qu'ils ont été reprendre ces trucs-là. Ça découpe ça dans un coin, on va Ça disparaît? Non, ça casse. Ah dommage. Non, c'est les gens. J'aurais bien voulu que ça disparaisse tout seul. C'est les gens qui disparaissent. Le moteur démarre toujours, il tourne correctement. On va dire qu'on a réussi. J'en profite pour contrôler 2-3 petites choses, mais il nous reste encore à en finir une bonne fois pour toutes avec nos freins. À l'arrière, tout n'est pas parfait et j'ai fini par me dire que je gagnerais du temps à remplacer directement les deux étriers. Le frein à main était aux abonnés absents. J'espère que ça aidera à le retrouver, mais aussi à pouvoir finir sur une purge correcte. Vous pouvez remarquer que je me suis procuré les bons disques cette fois-ci. Tout sera neuf. Ce qui est plutôt bien pour permettre de se concentrer sur le fonctionnement mécanique lors d'un grand tour d'essai. Des yeux bien attentifs auront peut-être remarqué que cette jante paraît un peu plus jeune que les autres. C'est parce qu'au départ, avant même d'avoir sorti la 200 de son antre, je les avais récupérés et avais planifié de les refaire à neuf. Sauf que le temps a fini par manquer et au final, voilà, j'ai repeint que celle-ci. En plus, elles sont franchement laides du fait de leur ET et largeur ridicule. Voici quand même quelques images de la rénovation de celle-ci. Elle en avait besoin. Mais qu'est-ce qu'elle est moche. Il me semble bien avoir déjà publié un tuto assez complet sur le sujet, mais j'ai peut-être pas parlé des différences de résistance entre les traitements appliqués d'origine. Eh ben, sur ces vieilles jantes Audi, c'est du costaud. C'est un enfer à poncer.
Avant de partir rouler, il ne me reste plus qu'à traiter le problème majeur de la 200, son volant tuning power. Là je dois remercier Jean-Marc qui m'a laissé un carton avec quelques pièces rares dont 2 volants d'origine. Ce sera moins moche et en plus j'aurai un klaxon qui fonctionne. Je vais essayer de la ramener là où je suis parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Le seul truc c'est que pas d'alternateur et que la purge des freins n'est pas formidable. De l'embrayage non plus d'ailleurs. En fait il n'y a pas grand chose qui va. Dans l'ensemble ça roule pas trop mal, à part la direction assistée pas vraiment assistée, les freins qui ont très envie de plonger au sol, la pédale en tout cas. Ouais, ça roule, c'est déjà pas mal. Il reste plus qu'à arriver. L'indicateur de température lui il fonctionne, c'est déjà pas mal. Pas grand chose qui marche. En fait avec l'alternateur dans le sac, de toute façon j'ai pas de compte-tour. J'ai contrôlé toutes les bornes qui étaient branchées tant sur le démarreur que l'alternateur et bon bah à ce niveau tout va bien donc pas de bon suspect à mon avis, c'est juste l'alternateur qui est cuit. Peut-être bien qu'il est cuit depuis le début, je me souviens pas si j'ai contrôlé s'il donnait de la charge lors du premier démarrage, c'est peut-être juste que la batterie avait de la pêche. Je sais pas. La tringlerie de boîte est vraiment pas foutue. Oui, il n'y a pas de pression, je sais. Ok, bon. On va être quand même dans de meilleures conditions pour avancer là, parce que j'en avais marre de faire de la route. Mais c'est qu'il y a 2-3 détails à revoir sur cette voiture. On entend bien que la batterie a été un peu éprouvée par ce trajet, heureusement qu'elle a tenu bon. Ça commence à fumer un peu moins? Ou c'est le fruit de mon imagination doublé d'espérance infondée? Pauvre 200 ne représente probablement pas l'exemplaire le plus approprié pour une rénovation, mais elle mérite de rouler. Alors malgré son aspect décrépit, on va continuer à s'entêter. Et qui sait, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Voilà. Mais ce sera l'affaire d'un prochain épisode durant lequel je pourrais peut-être exploiter enfin la voiture un petit peu.
Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.